Bonsoir à tous. Donc Jean-François Bléchet, je suis président du comité d'orientation économie des filières et diversification à la Chambre d'agriculture. Vous m'excuserez pour le masque, mais comme on est plusieurs autour de l'ordinateur, on est obligé de le garder. Donc je vous remercie à tous d'être présents pour ce premier exemplaire d'une série de webinaires qu'on a appelé les indispensables, qui vous permettront sous un format court, comme ça en fin de journée, de vous présenter un certain nombre de sujets d'actualité. Donc aujourd'hui, c'est l'énergie, la production d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que avec les conditions difficiles actuellement de nos exploitations agricoles, l'énergie, la production d'énergie sur une exploitation peut être une source de diversification et de permettre de conforter les revenus d'une exploitation. Donc, on va vous parler aujourd'hui de photovoltaïsme sur toiture ou au sol. On va vous parler de méthanisation, on va vous parler d'éolien. Et donc, voilà. Et donc, je laisse la parole à Xavier Girard qui va vous présenter la liste des intervenants de ce soir. Bien. Bonjour à tous. Xavier Girard, donc je suis responsable du service agronomie à la Chambre d'agriculture du Loiret. Donc, on a un petit peu d'écho là. Attendez, on est en train d'essayer de régler le problème d'écho. Il n'y en avait pas tout à l'heure. Maintenant, ça a l'air d'être bon. Donc, écoutez, merci d'être présent. Hein. On est presque 25, là, donc c'est très bien. Vont participer donc à vous présenter les différents sujets. Laurent Lejard de la Chambre d'agriculture, hein, qui est en charge de l'innovation et notamment des aspects méthanisation à la Chambre. Sylvain Dezeau qui est conseiller également en énergie et notamment sur le photovoltaïque. Et comment s'appelle la personne, Laurent? La personne. C'est Magali Hautefeuille. Pardon, et Magali Hautefeuille, donc du syndicat FNSEA, pour nous présenter les aspects sur les considérations sur l'éolien. Voilà. Donc rapidement quand même les règles du jeu, hein, comme on est nombreux, on vous demande si possible de couper plutôt vos caméras et puis également vos micros pour éviter tous les problèmes. Et puis, vous pouvez intervenir si vous avez des questions à poser sur l'outil chat avec l'option converser. Voilà. Bon, la présentation est enregistrée, hein, donc vous pourrez la retrouver, hein, sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture. On pourra également vous envoyer le lien dès qu'on l'aura pour tous les gens qui ont participé. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Donc, je vais passer la parole d'abord à Sylvain Dezeau, qui ensuite la passera à Laurent Lejard pour faire un premier point, une sorte d'état des lieux. Hein, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Sylvain, dans le domaine du solaire? Quel est l'état des lieux de la filière et des projets? Bonsoir à tous. Alors, effectivement, un petit point de situation sur le solaire photovoltaïque. C'est un sujet qui a le vent en poupe en ce moment dans le domaine agricole. On a eu un gros boom en 2008-2009 au lancement de l'obligation d'achat, avec, rappelez-vous, à l'époque, un tarif d'achat à 60 centimes du kilowattheure. Et puis, il y a eu un coup d'arrêt en 2011 à cause du moratoire de l'État. Et à l'époque, ça avait bien bloqué les projets des agriculteurs. La demande a repris en 2016, après l'année agricole catastrophique. Et là, on a senti que les agriculteurs cherchaient à diversifier leurs sources de revenus. Le potentiel de développement sur la région centre, je vais essayer de vous passer la diapo suivante. Voilà, le potentiel de développement sur la région centre et dans notre département est important. Je vous ai mis quelques chiffres simples pour vous donner un ordre d'idée. La région centre, on est en 7e position au niveau national avec seulement 3% de la puissance raccordée. Donc c'est loin derrière les régions du sud, vous imaginez, qui sont plus ensoleillées que nous, mais aussi derrière des régions plus au nord comme le Grand Est ou les Pays de Loire. Au sein de la région centre, le département du Loiret est bon dernier.
en termes de puissance raccordée. Par contre, on est deuxième département sur le nombre d'installations, donc ce qui veut dire qu'on a beaucoup d'installations, mais de faible puissance, donc des installations de particuliers. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire chez nous dans le domaine agricole et solaire photovoltaïque, et ça, les installateurs le savent bien. Donc, le solaire est en train de faire valoir tout doucement ses intérêts. On a des bons retours en termes de fiabilité et de rentabilité et de production, hein, plus que de rentabilité, de production, je veux dire, sur les installations qui sont déjà en service et qui sont à notre porte. Ça, c'est important parce qu'on a maintenant un certain nombre de centrales qui fonctionnent et ça, c'est important pour se rassurer quand on souhaite se lancer dans un projet comme ça. Ce qui compte aussi aujourd'hui, c'est que financièrement, les projets photovoltaïques sont plus facilement accessibles avant, à l'échelle individuelle, hein, parce que les coûts des centrales, le coût des centrales a été divisé par 7 en 10 ans. Et grâce au contrat de rachat, on maîtrise quand même relativement bien la rentabilité à long terme. Donc aujourd'hui, le gros de la demande se concentre sur les investissements sur toiture, les équipements sur toiture. On a donc beaucoup de sollicitations individuelles liées à la construction de bâtiments neufs, hein, contrairement à ce qu'on avait en 2008, où la demande était plutôt concentrée sur la rénovation de toiture. Aujourd'hui, c'est plutôt sur les bâtiments neufs. Donc on a un projet collectif qui est en train de voir le jour, hein, qui concerne une vingtaine d'agriculteurs. Et il y a un premier bâtiment qui a été inauguré il n'y a pas très très longtemps. Donc la quasi-totalité de ces projets sont destinés à faire de la revente totale. Les tarifs d'achat fixés par l'État sont plutôt sur une tendance à la baisse, hein, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre, sachant que la France est encore loin de ses objectifs. Hein, on n'est que seulement à 50% de l'objectif 2023. Et pour accélérer le développement, l'État mise un peu sur les gros projets. Donc les gros projets, c'est les projets sur grande toiture, agricole et industrielle. Et là, on attend un peu avec impatience la publication de l'arrêté, du nouvel arrêté tarifaire qui permettra, qui fixera un tarif d'achat pour les centrales de 100 à 500 kg, ce qui correspond à des surfaces de toiture de 500 à 2500 mètres carrés, donc ça veut dire les gros bâtiments. L'État souhaite aussi développer les centrales au sol. Donc, quelques mots là-dessus, mais Jean-François Bléchet vous en dira plus tout à l'heure. Ces projets-là sont prioritairement ciblés sur les terrains dégradés, hein, les friches industrielles, les terrains pollués, les délaissés autoroutiers. Mais aujourd'hui, quand on écoute les développeurs photovoltaïques, il semblerait que ces parcelles-là soient déjà largement prospectées, qu'il n'y en ait plus vraiment de viables disponibles. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, ces développeurs se tournent vers le monde agricole et démarchent les propriétaires pour réaliser des projets sur des parcelles agricoles, avec maintenant de plus en plus des projets qui seraient couplés à la production agricole, donc qui cumuleraient production photovoltaïque et production agricole. C'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Merci Sylvain. Donc, n'hésitez pas sur le chat à poser nos questions si vous voulez des éléments complémentaires sur cet état des lieux. Laurent, de ton côté, au niveau méthanisation, la filière, comment se porte-t-elle, comment ça se passe au niveau français, régional et puis loirais? Eh bien, écoute, déjà, bonjour à tous. Alors, sur la méthanisation, c'était un peu comme la thématique du photovoltaïque. La dynamique de développement est quand même toujours conditionnée à la proposition d'achat qui est faite par l'État. Hein. Les tarifs sont évolutifs. Une fois qu'ils sont fixés et que le contrat est fixé, il est valable pour 15 ans. Mais la politique de développement est souvent conditionnée par rapport à cette élaboration de tarifs. Alors, la dynamique a démarré quand même en 2006, où une première proposition d'achat avait été proposée. Alors, à l'époque, quand on entendait méthanisation, on parlait surtout cogénération, c'est-à-dire production et d'électricité et production de chaleur par un générateur d'électricité qui donc consommait le gaz. Donc ça a été la première dynamique qui a été développée dans les années donc tarifs à partir de 2006 et ça s'est développé jusqu'à 2014-2016. On verra le nombre de développements qui a eu lieu à cette époque-là. Et derrière cette première génération,
a été proposé dans un souci de valoriser quand même beaucoup mieux l'énergie, d'injecter directement le biogaz produit dans les réseaux de gaz existants. Donc, à partir de là, il a fallu établir un tarif de rachat. C'est ce qui a été fait à partir de 2016 et on a connu une deuxième génération, une deuxième dynamique de développement de la méthanisation. Voilà, et par rapport à ça, aujourd'hui, la valorisation de ce biogaz pourrait se faire, parce que le développement n'est pas encore énorme, mais sur la valorisation aussi en énergie pour les véhicules, hein, des véhicules équipés pour consommer ce gaz, les véhicules GNV. Aujourd'hui, on en est, je vais dire, qu'aux prémices de ce type de développement. Donc, voilà le développement. Sur le schéma que vous avez à l'écran, je ne vais pas rentrer en détail dessus, il y a eu aussi une grosse évolution de la matière entrante. Hein, si au départ, les premières générations qui ont été développées se focalisaient beaucoup sur les effluents d'élevage, il y a eu après un très gros travail de réaliser sur la valorisation, et la réglementation l'a aidé, hein, sur la valorisation aussi de cultures dites intermédiaires à valorisation énergétique, les CIV, qui sont progressivement rentrées en termes d'utilisation dans l'utilisation de ces digesteurs. Et puis, comme c'était aussi une dynamique complètement innovante, il y a un produit que les agriculteurs ont dû aussi commencer à maîtriser, aussi bien sur sa gestion dynamique, hein, la logistique, que sur sa valorisation comment dire, minérale. C'est bien, je parle bien là du digesta. C'était un effluent nouveau avec ses réglementations nouvelles et donc son utilisation aussi très, très spécifique, hein, bien que maintenant les travaux permettent de le maîtriser relativement bien. Alors, qu'en est-il? Parce que la question de base, c'était effectivement quel est le développement aujourd'hui de cette thématique au niveau déjà régional. Alors, sur ce graphique-là, vous voyez deux générations. Il y a celle qui est déjà en fonctionnement. On est à l'échelle régionale, il y en a 38 aujourd'hui en région qui fonctionnent. Alors 38, je dirais que la dynamique est assez forte en ce moment, donc on est peut-être déjà franchi les 40. Mais pour dire que là, il y a une grosse répartition. Le Loiret a plusieurs projets, mais aujourd'hui en fonctionnement réel, il y en a 3 qui fonctionnent. Et voilà, donc qui sont pour 2 en injection et pour 1 en cogénération. Sur le graphique de droite, vous avez tous les projets, par contre, qui sont aujourd'hui en réflexion et en futur montage. Donc, vous voyez bien, on est là à 76 unités identifiées et il y en a encore à venir. On ne l'a pas actualisé sur l'année en cours. Donc, tout ça pour dire que dans un avenir relativement proche, nous pourrions avoir une centaine d'unités de méthanisation sur l'ensemble de la région. Alors, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? On n'est pas les champions du monde, rien qu'en France. Vous pouvez voir sur la dynamique, on est dans les zones d'élevage, on a une dynamique qui est vraiment très forte. La Bretagne, côté la partie ouest et puis la partie nord-nord-est ont une dynamique très forte, hein, mais parce qu'ils avaient aussi beaucoup d'effluents à l'époque. Et donc, ils sont partis aussi bien sur l'aspect cogénération dans un premier temps que sur l'aspect injection, qu'on appelle la filière biométhane, dans un deuxième temps. Donc, à l'échelle nationale, aujourd'hui, on est proche. Là, vous avez un chiffre qui est proche de 800, mais on est sur les réellement à venir. Là, on est proche des 1000 unités de méthanisation, si on doit simplifier et arrondir les chiffres. Alors ça, c'est au niveau français. Au niveau européen, la France est, je dirais, un petit joueur. Hein. C'est l'Allemagne qui aujourd'hui est l'acteur dominant. On a entre 6 et 7 000 unités aujourd'hui qui sont en fonctionnement en Allemagne, alors que nous, vous voyez, on est à un cinquième de leur objectif. Mais les objectifs européens sont assez importants. Il y a encore du développement attendu. Aujourd'hui, on pourrait multiplier par 8 au niveau des ambitions nationales, hein, pour atteindre les objectifs fixés par l'État en 2030. Donc, nous, la région centre, pour l'instant, je dirais, est encore dans la phase de dynamique. On verra plus tard aujourd'hui peut-être quelques éléments qui pourraient la freiner, mais la dynamique est toujours là. On a un petit peu de retard, mais ce qui est lié
au niveau de nos collègues des autres régions qui est lié un peu à notre contexte. Hein, et nous sommes des zones plutôt de production végétale et un peu moins d'élevage. La dynamique, comme je vous rappelle, était plutôt effective hein, dans un premier temps sur les éleveurs. Voilà, donc on a encore beaucoup de partenariats sûrement aussi à imaginer dans les zones ici de collectivités telles que pourrait l'être Orléans. On a identifié un volume de déchets qui est conséquent, qui pourrait permettre d'alimenter pas mal d'unités de méthanisation. Donc ça, c'est très bien sur le papier. La construction, la logistique, la réglementation, c'est aussi des problèmes qu'il faut appréhender pour construire un projet de méthanisation. Et il y a encore pas mal de travail à mettre en œuvre pour faciliter et optimiser cette gestion des déchets au niveau de tous les acteurs. Voilà. Merci. Laurent, merci. Donc, un panorama assez complet hein, sur les deux types d'énergie, hein, le photovoltaïque et la méthanisation. N'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le chat. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées et notamment quelques-unes qui font le lien avec le sujet suivant. Hein, c'est les tarifs de rachat, que ce soit d'électricité ou que ce soit de gaz, évoluent. La question qu'on peut se poser hein, par rapport aux projets qui ont été initiés il y a quelques années, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir maintenant? Est-ce que ce sont des projets qui valent encore la peine de se pencher dessus? Donc Sylvain sur la partie photovoltaïque d'abord, et puis ensuite Laurent sur la partie méta. Alors sur la partie photovoltaïque, je vais essayer de vous passer. Voilà, diapo, effectivement, hein, les tarifs d'achat. Donc là, vous voyez le tarif d'achat du quatrième trimestre 2020. On n'a pas encore les tarifs du premier trimestre 2021. Moi, j'aurais tendance à répondre oui, systématiquement, mais c'est un peu exagéré. C'est vrai qu'il faut se lancer. Une chose est sûre, c'est qu'il faut au moins se poser la question. Quand on construit un bâtiment neuf ou qu'on fait rénover une toiture, on ne peut pas passer à côté de se poser la question de mettre des panneaux solaires. Je ne veux pas dire forcément que ça aboutira à tous les coups, mais il faut au moins se poser la question. Il y a 2 points qui peuvent faire qu'un projet n'aboutirait pas. C'est le raccordement au réseau hein, qui peut, dans certains cas, et les cas les plus défavorables, entamer la rentabilité financière. Malgré la prise en charge de 40% de l'État, ça reste un poste de charge important. Et le deuxième point, qui est plutôt pour les installations sur toiture existante, en rénovation de toiture, la capacité mécanique de la charpente à supporter le poids des panneaux. Hein, quand vous avez un toit qui est couvert en tôle, il n'est pas forcément conçu pour recevoir un poids supplémentaire et le renforcement de la charpente peut aussi entamer la rentabilité financière d'un projet. Alors bien sûr, ça, je parle d'investissement, il faut aussi faire attention aux charges annuelles, il faut faire attention que ça ne dérape pas. Hein. Par exemple, le poste assurance, surtout quand les bâtiments sont prévus pour abriter des animaux, parce que souvent, ça génère des charges supplémentaires. Et puis, ne pas oublier les faux frais qui ne sont pas toujours pris en compte par les installateurs dans les simulations économiques. Hein. La provision pour le remplacement des onduleurs. Vous savez que l'onduleur, c'est un peu le talon d'Achille de l'installation. Le lavage des panneaux à faire tous les 2-3 ans et des fois des petits postes de charge tout simples comme la carte SIM hein, qui sert à suivre le bon fonctionnement de l'installation et qui, de la même façon, n'est pas intégré dans les postes de charge. Donc ça, c'est à rajouter. Alors aujourd'hui, on raisonne souvent sur la base d'un projet standard de 100 kg, hein, permet de dégager environ, c'est un chiffre moyen, 80 000 € de bénéfices sur 20 ans avant impôt. Donc, ce n'est plus du tout comparable avec ce que peut laisser aujourd'hui les premiers contrats hein, à 60 centimes. Donc, la centrale solaire ne vous financera pas votre retraite comme certains pouvaient l'espérer un peu au départ. On n'est plus dans le contexte de 2008. Il faut plutôt envisager ce moyen-là comme un revenu complémentaire qui vous aidera à payer tout partie du bâtiment ou tout partie d'une rénovation, par exemple. Attention, si vous n'avez pas besoin d'un bâtiment, ne faites pas construire un bâtiment solaire, ce n'est pas rentable. Il faut vraiment que vous ayez besoin du bâtiment pour que la démarche en vaille le coup. Même principe pour une toiture en rénovation, n'allez pas démonter une toiture qui est en bon état pour le seul prétexte de mettre des panneaux solaires dessus.
Par contre, si vous avez la possibilité d'équiper une toiture existante, récente, sans démontage de la toiture, un projet photovoltaïque peut être assimilé à un placement bancaire, et si on fait la comparaison, on pourrait, on estime le taux de rentabilité, ce que j'ai appelé le taux de rentabilité interne, ou une équivalence placement à 3%. Donc les chiffres que je vous mets en avant là sont des chiffres calculés sur 20 ans, qui correspondent à la durée du contrat EDF. Les installateurs aujourd'hui nous font des calculs maintenant sur 30 ans, parce que la durée de vie des panneaux est estimée de l'ordre de 35-40 ans. Et au bout de 20 ans, ils sont encore à 80-85% de leur puissance, donc ils ont encore une bonne capacité de production. Par contre, ça nécessite de faire une estimation de ce que sera le prix de marché de l'électricité au-delà de 20 ans, ce qui n'est pas toujours évident, mais on travaille donc sur des hypothèses. Aujourd'hui, le tarif d'achat ayant énormément baissé, un petit peu moins de 10 centimes aujourd'hui, c'est bien le nombre de kilowattheures vendus, produits et vendus, qui fait le chiffre d'affaires. Donc, c'est plutôt les gros projets qui sont intéressants. Les petites installations de 15-20 kg sont plus rentables en agricole. Et donc, il faut toujours s'efforcer de viser d'être en haut de la tranche, 36 kg ou 100 kg. Il ne faut pas s'amuser à faire un toit solaire de 80 kg. Là, c'est pareil, la rentabilité n'est pas forcément avérée. Et puis, on verra ce que ça donne pour la tranche 100 à 500 avec le nouvel arrêté tarifaire. Une centrale 100 kg aujourd'hui se négocie autour de 65-70 000 euros, hors frais de raccordement. Je tiens à préciser que dans le Loiret, on n'a pas de subvention, parce que ça, on nous pose souvent la question, mais on n'est pas dans l'Île-de-France. On n'a pas de dispositif d'aide à ce niveau-là. C'est votre installateur qui réalise l'ensemble des démarches administratives. Retenez qu'un projet met à peu près 1 an à 1 an et demi à voir le jour. Et l'idée, c'est que quand vous êtes prêt à partir, il ne faut pas trop tarder. Parce que plus vous perdez de temps à faire, notamment à obtenir le permis de construire, qui est la première démarche à faire, plus vous risquez de perdre de tarif d'achat et donc perdre du chiffre d'affaires derrière. Donc dès que vous êtes prêt, il faut acter le permis et lancer la démarche administrative. Merci Sylvain. Il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat, n'hésitez pas. Laurent, même question. Des évolutions de tarifs de rachat. Est-ce que ça vaut toujours le coup de se lancer dans un projet de méthanisation? Quel est ton avis? Alors, l'intérêt de la méthanisation. Alors, pour ceux qui sont au fait et puis pour ceux qui le sont peut-être un peu moins, on a effectivement des nouveaux tarifs là, qui ont été remis à jour depuis, on va dire, la fin de l'année, qui sont maintenant applicables. Alors, la tarification sur la méthanisation, et là on parle bien d'injection, parce que sur la cogénération, ils n'ont pas changé. Sur l'injection, donc ils ont souhaité freiner un petit peu le développement de cette thématique, mais notamment aussi sur les thématiques de valorisation par les filières céréalières, quoi. Donc par les productions en tout cas de cultures intermédiaires énergétiques. Donc on a une tarification qui aujourd'hui évolue plutôt à la baisse, avec des écarts qui se ressentent notamment un peu plus dans les parties où on n'a pas du tout d'effluents d'élevage. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai mis sur l'écran que vous avez là, deux évolutions de tarifs en fonction de la prime sur les effluents d'élevage dans le premier cas, le cas de gauche, et l'évolution de tarifs dans le cas où on est sans aucun effluent d'élevage. Donc on a, en tout cas sur les zones céréalières qui n'avaient pas en tout cas d'agriculteurs, éleveurs dans leur projet, on a une baisse qui est quand même significative. On est entre 11 et 19, 20%, on va dire, dans les pires des cas, de baisse de tarifs. Donc c'est quand même relativement conséquent. Et sur les parties où on était en zone d'élevage, donc on arrive à incorporer dans le gisement de base des effluents d'élevage, là, la baisse du tarif est de l'ordre de 10%, voire un peu moins. Donc, les conséquences de tout ça, effectivement, brutalement comme ça, sur les zones de céréalières, nous allons avoir un gros frein aujourd'hui à la dynamique qui était localement lancée. Effectivement, on avait commencé à trouver des ratios
je dirais, de construction de projets avec des dimensionnements assez simples, des fonctionnements assez simples. Et du coup, on se retrouvait avec le tarif qui était proposé sur des rentabilités qui étaient quand même intéressantes. Alors, je ne dis pas que c'était facile pour tout dès le départ, parce que je n'ai pas envie de dire par rapport à mon voisin que le photovoltaïque, c'est facile par rapport à la méthanisation. La méthanisation, c'est quand même tout un ensemble qu'il faut prendre en compte. Le gisement est un des facteurs importants, puis après, on a toutes les autres parties réglementaires. Et on a aussi toutes les parties humaines qui sont relativement conséquentes. C'est-à-dire que pour faire de l'injection, il faut quand même des volumes de gisement souvent relativement conséquents. Ça va de 10, 20 ou 30 000 tonnes à l'année. Pour un seul producteur, ce n'est pas toujours facile. Donc, on a souvent une association d'agriculteurs qui alimente ces projets. Donc, la moyenne au niveau de la région, c'est 6 agriculteurs par projet. Donc, il y a aussi ces aspects humains qu'il faut prendre en compte. Et donc, dans la rentabilité, il y a le coût de cette main-d'œuvre, le coût de l'approvisionnement du gisement, hein, où est-ce qu'il est localisé. Il y a le coût d'achat de ces gisements si toutefois il faut compléter les gisements de base par des gisements extérieurs. Donc, tout ça fait partie, bien sûr, de la rentabilité. Voilà. Sur la partie grande culture, donc on était sur des modèles assez simples et globalement on avait une grosse dynamique sur cette partie-là. Aujourd'hui, le frein va être conséquent. Quels sont les espoirs? Parce que je pense qu'il y avait un contexte qui était là et comme vous avez vu dans la dynamique de développement d'aujourd'hui, c'était pas mal de feux qui étaient ouverts et donc les constructeurs qui étaient aujourd'hui sur ces marchés de la méthanisation n'avaient pas trop de difficultés à vendre des unités. Donc, on avait très peu de concurrence entre les constructeurs et aujourd'hui, on est sur des coûts de construction qui sont relativement élevés par rapport à nos voisins européens. Donc, la baisse du tarif, il va falloir qu'elle soit digérée par tout le monde, mais je pense qu'elle va, dans un temps relativement de 1 ou 2 ans, j'imagine, avoir des conséquences quand même sur l'évolution du coût de la construction. Donc ça, c'est des facteurs qui viendront nous aider à redévelopper des projets. Et l'un des facteurs encore intéressants à venir, c'est sûrement les coûts de raccordement de l'ensemble des unités raccordement au réseau, je parle, qui devraient baisser. On attend des décisions, hein. Donc, ces 2 facteurs-là devraient aider à retrouver une rentabilité intéressante pour les porteurs de projets. Je parle de ça parce que les investissements, ils sont de l'ordre de 3, 4, 5 millions d'euros. Et ils sont aussi liés à des coûts de montage de projets qui sont coûteux et longs, hein. Un projet, c'est rarement construit en moins de 3 ans. Donc, il faut régler tous ces gestions d'effluents qui vont rentrer, en tout cas de matières qui vont rentrer dans l'unité de méthanisation. Il faut régler leur aspect volume, leur aspect production d'énergie et surtout leur aspect réglementaire. Donc ça, c'est des démarches importantes qu'il faut faire de façon rigoureuse, hein, parce que vous allez investir longtemps et le tarif de rachat, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais il est de 15 ans. Donc, il faut que ça fonctionne aussi dans la durée du fonctionnement du projet. Sur les constructions de projets, il y a aussi toute la partie réglementaire, mais notamment les effluents qui ressortent, donc les digestats. Il faut gérer leur épandage. Le répandage, c'est déjà des aspects réglementaires. Donc, il y a un plan d'épandage qui est à faire en fonction des surfaces que vous avez mises à disposition avec les porteurs de projets. Et il faut aussi regarder leur composition pour que l'aspect réglementaire soit géré. Et puis, il y a toute la logistique qu'il va y avoir derrière, parce que sur un volume de 10 000 tonnes rentrantes, vous allez avoir 9 000 tonnes qui vont ressortir. Donc, gérer 9 000 tonnes, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais je pense que beaucoup d'éleveurs, s'il y en a derrière, ou même d'agriculteurs, ont conscience de ce que ça peut générer. Donc, sur ces nouveaux tarifs, on va voir l'effet. Pour l'instant, on a une grosse dynamique qui est liée aux anciens tarifs. Donc, on ne ressent pas encore le contre-coup de cette évolution de tarifs. Le schéma de gauche est quand même un schéma important. C'est-à-dire que la filière méthanisation ne va pas s'éteindre d'un seul coup. On voit bien qu'avec des effluents d'élevage, la baisse de tarifs n'est pas si conséquente que ça.
En optimisant les charges et les coûts d'investissement, je pense que cette filière-là va, avec des projets incorporant des effluents d'élevage, je pense qu'on a encore matière à développer pas mal de projets dans la région. On a peut-être moins d'élevage, effectivement, qu'en Bretagne ou dans l'Est de la France, ou même dans le centre. Mais on en a quand même un petit peu et on a même une dynamique qui repart, je dirais, sur l'aspect régional. Donc, les constructions en parallèle avec des apports d'effluents permettront encore de développer des projets. On est toujours dans un schéma, très souvent dans un schéma collaboratif. Donc, il faut quand même anticiper cette problématique-là et la prendre en compte. Donc, pour répondre à la première question, une dynamique qui va certainement fortement diminuer, mais encore des lueurs d'espoir et donc du travail à imaginer pour construire des unités avec une rentabilité intéressante. Merci à tous les deux. Quelques questions là qui sont arrivées. Pour Sylvain d'abord, est-ce qu'on a une idée, un peu à l'instar de ce qu'a présenté Laurent sur le nombre d'unités qu'il y avait dans le département, est-ce qu'on a une idée du nombre de projets, de bâtiments photovoltaïques qui auraient été montés à la louche, comme ça? La louche, enfin, on a un peu du mal à le savoir. On peut récupérer alors, oui, vous m'entendez? C'est bon. Donc, on peut récupérer les statistiques de Nelis. Alors, la particularité par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, qui sont des chiffres globaux, c'est que nous, sur le département, on a deux gestionnaires de réseau. On a Enedis et on a la SICAP. Et qu'il faut toujours à chaque fois cumuler les deux installations. Alors, je ne vous dirai pas le chiffre exact. On n'a pas forcément, nous, de notre côté, la remontée de tous les agriculteurs et tous les projets qui se font. Mais c'est très clair que c'est un nombre qui est en constante augmentation. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je voulais juste rajouter par rapport à la remarque de Laurent qu'un projet photovoltaïque, c'est largement plus simple qu'un projet méta. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il faut juste comprendre comment ça marche, se familiariser avec les termes employés par les installateurs. Donc pour ça, je vous invite à aller sur le site de la Chambre. Vous trouverez tout un tas de petits supports techniques pour vous aider à comprendre. Et puis on fait des formations tous les ans. Pour vous accompagner dans les démarches de projet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et merci Sylvain. Deux questions pour Laurent également. Est-ce qu'il existe une carte des réseaux de gaz au niveau du département? La question pour situer éventuellement l'intérêt de la localisation d'une installation. Oui, la carte existe. Elle n'est pas forcément accessible de façon très évidente. Je pense qu'il vaut mieux se rapprocher de nous, à la limite, pour donner l'accès. Je ne les ai pas en tête, pour être clair, mais je sais je pense la trouver assez rapidement. Aujourd'hui, c'est un des soucis, on est bien d'accord, la distance de raccordement pose bien des soucis parce que le coût du kilomètre est assez élevé. En fait, on a deux tuyaux de gaz qui sont sur du transport, c'est-à-dire qu'on a deux réseaux de distribution, GRT et GRDF. GRT, c'est du transport. Ils ne font qu'emmener du gaz d'un point A à un point B. C'est des gros tuyaux avec une pression assez forte et avec des contraintes relatives à la pression de sécurité qui sont à mettre en œuvre de façon un peu plus importante. Mais quand je dis mettre en œuvre, aujourd'hui, c'est bien maîtrisé. Donc ça, c'est les premiers réseaux. Il y en a deux qui passent en gros du nord au sud dans le Loiret. Et après, on a tout le réseau de distribution. Donc, ce réseau de distribution est souvent très proche des collectivités. On est bien d'accord que pour distribuer, on va vers les clients. Donc, les clients, ce sont nous, les consommateurs, les particuliers. Donc, on a rarement des tuyaux qui se promènent dans la campagne. Et donc, effectivement, la question est judicieuse de savoir où est-ce que est mon tuyau. Bon, par rapport à ça, c'était un vrai souci dans un premier temps où il n'y avait aucune subvention d'attribuer à ces coûts de raccordement. Donc, le kilomètre supplémentaire était souvent consécutif à un arrêt de rentabilité. Donc, par rapport à ça, et étant donné la contrainte des agriculteurs, il a été déjà attribué, je n'ai plus la date précise en tête, mais une aide de 40% sur le coût de raccordement. Donc qui est quand même à générer déjà un fort développement par rapport à la réseau de distribution dans les campagnes.
Aujourd'hui, on a quand même des projets qui atteignent des 15 km de réseau dans l'optimum, dans le maximum en tout cas que je connaisse. Donc, on commence à avoir un rayon relativement élevé. Il est question d'alléger encore ce coût de raccordement, donc pour faciliter encore cet accès au réseau. Voilà, c'est un vrai problème, je le reconnais, mais aujourd'hui, les zones mortes, j'ai envie de dire, sont peut-être un peu plus faibles par rapport à ces aides qui sont maintenant attribuées, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une autre question, tu m'avais dit. Oui, elle arrive. Tu nous as parlé essentiellement, enfin exclusivement d'ailleurs, d'injection. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à des projets en cogénération, vente d'électricité? Ouais, la question est judicieuse. La cogénération, je pense, elle ne perd pas de son intérêt. C'est-à-dire qu'il y avait un tel intérêt à aller dans l'injection que beaucoup de porteurs de projets qui s'intéressaient à la cogénération se disaient en gonflant un petit peu le gisement, je vais quand même gagner un petit peu plus à faire de l'injection. Donc, on a eu une très grosse dynamique qui s'était… Aujourd'hui, on avait plus de 80-90% des projets d'aujourd'hui qui sont déposés, qui sont demandés, ils sont en injection. Et il en reste quand même 10%, 10-20% là, qui restent en cogénération. L'écart de rentabilité est bien sûr important. On a aussi quelque chose d'important à prendre en compte, c'est le dimensionnement. C'est-à-dire que on avait un gros intérêt financier, mais parce qu'il fallait grossir, et donc il fallait quand même pouvoir porter des projets assez gros. Peut-être qu'avec la baisse de tarifs, aujourd'hui, il y aura cet équilibre qui va plus s'opérer sur des projets peut-être de dimension un peu plus humaine pour certains, parce qu'il reste encore des projets énormes. J'ai entendu des projets de l'ordre de 200 000 tonnes qui vont se développer pas très loin d'ici, en Bourgogne. Donc là, on est dans des dimensionnements importants. Par contre, avec la baisse du tarif, on va peut-être revenir à des gestions un peu plus optimisées. C'est pas forcément optimisé, mais on va s'adapter par rapport à l'évolution du tarif. Le regain d'écart de prix, ou en tout cas de rentabilité entre la cogé et puis l'injection va peut-être se diminuer, et donc du coup peut-être qu'on arrivera à redévelopper un peu plus de projets de cogénération, où là effectivement on n'a plus cette problématique de raccordement à se poser comme question, puisque souvent le lien avec le réseau de distribution EDF est beaucoup plus facile. Donc, merci Laurent. Pendant que Laurent parlait, il y a deux autres questions qui sont arrivées sur le photovoltaïque. Sylvain, quelqu'un nous parle de propositions qui ont été faites pour des ombrières dans des parcs à volailles. Est-ce que c'est un intérêt? Et l'autre question, c'est sur le photovoltaïque flottant. Est-ce que ça aurait un intérêt d'équiper soit des bassins de stockage d'irrigation, soit des anciennes carrières, des choses comme ça? Je vais répondre à la première question. Déjà, sur les ombrières sur volaille. Donc, effectivement, il y a une société qui s'appelle Le Triangle qui propose ce type d'installation. Nous, on a vu passer des demandes de permis de construire. Donc, on connaît un petit peu ces projets-là. Ils sont remis en question par certains installateurs, plus sur le plan juridique, puisque on navigue dans ce domaine-là entre le solaire PV au sol et le solaire PV sur bâtiment. Est-ce que c'est une ombrière? Est-ce que c'est un bâtiment? Et les points sur lesquels c'est remis en question, c'est qu'il semblerait que, en termes de texte, et c'est vrai que c'est pas marqué très clairement, les ombrières soient considérées, enfin, ils ne considèrent comme ombrières que les ombrières de parking, et que les ombrières de volaille, quelque part, ne seraient pas éligibles. Donc, ça remet un peu en question ce type d'installation, mais sur le principe technique, moi, ça me paraît complètement cohérent. Donc, il faut qu'on creuse un petit peu ce point-là, là, sur l'aspect législatif, pour voir si ça peut réellement être remis en question. Sur le deuxième point, qui est le solaire PV flottant, alors on a commencé à travailler dessus, mais j'ai bien peur que ça n'aille pas très très loin pour l'instant, parce que les projets de PV flottant, en fait, sur des petites surfaces telles que l'on a en agricole, de genre 1,5 hectare, 2 hectares de surface, sachant qu'on ne peut pas couvrir la totalité de la surface de la retenue, n'intéressent pas les développeurs. Ils sont plutôt sur des gros projets, sur des étendues d'une dizaine, d'une vingtaine d'hectares. Et donc, le surcoût généré par les flotteurs
ne leur permettent pas de rentabiliser les projets. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème aussi, c'est que ces projets-là sont assimilés à des projets au sol et que sur des petites surfaces, donc des petites puissances, on n'a pas accès à un tarif d'achat d'électricité. Donc on est sur du tarif de marché et là, c'est pas franchement compétitif. Donc on avait commencé à s'y intéresser par rapport à certains projets de réserve, mais pour l'instant, j'ai bien peur qu'on mette ça un peu de côté. Ok, bah merci pour ces compléments. Ce que je vous propose, c'est de passer à un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'éolien, en passant la parole à Magali Hautefeuille, donc de la FNSEA Centre-Val de Loire, qui va nous expliquer un petit peu les points d'attention à avoir lorsqu'on est démarché par des sociétés qui veulent installer des éoliennes. Donc Magali, écoutez, si vous pouvez prendre la main, on va passer la diapo que vous nous avez transmise. D'accord, merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Je sais pas, est-ce que vous... Oui. Donc, oui, on m'avait demandé de vous dire, de vous mettre en avant les précautions à prendre avant de s'engager avec un promoteur d'éolien. Lorsqu'un contrat éolien, oui, il y a des euros, enfin, ou des milliers d'euros qui sont mis en avant, mais le contrat éolien peut aussi s'avérer vite contraignant ou porter à contentieux s'il n'est pas correctement rédigé ou si on ne fait pas attention à tous les cas. Donc, pour sécuriser la relation liée à l'éolien, en 2006, il y a eu un protocole national qui a été rédigé entre l'APCA, la FNSEA et le syndicat des énergies renouvelables, qui fixe un cadre juridique très précis pour le propriétaire, le fermier éventuel et le promoteur éolien, dès la période de faisabilité jusqu'aux travaux de réalisation, voire de démantèlement pour la fin d'activité. Donc, il y a 3 points à bien vérifier dans un contrat éolien. Tout ce qui va être lié au baux, puisque là, tout ce qui va être lié aux indemnités, tout ce qui va être lié à la fin d'activité, donc au démantèlement, tout ça doit être prévu dès le départ dans le contrat, dans la relation avec le promoteur éolien. Concernant le contrat, tout d'abord, il va falloir prévoir la résiliation du bail rural initial entre le bailleur et fermier dans le cas où les terres sont louées à un fermier. Si les terres sont exploitées en direct, évidemment, il n'y aura pas de résiliation du bail. Donc, la résiliation du bail doit être prévue avec les indemnités correspondantes. Voilà. On va également prévoir aussi le bail de droit commun entre le propriétaire et le promoteur éolien. Ça va souvent être un bail amphithéotique ou un bail de construction. Il faut aussi vérifier et imposer et demander qu'il y ait la réalisation d'un état des lieux avant les travaux d'installation et après les travaux d'installation, voire même avant les travaux de faisabilité s'il y a des plots d'installer, enfin, pour mesurer le vent, etc. Il peut y avoir aussi des états des lieux de fait avant et après pour voir quelles sont les incidences. Il faut aussi également prévoir la convention de mise à disposition de la parcelle justement pour la phase d'étude, le moment de la faisabilité. Souvent, c'est là où il y a la mesure des vents. Donc là, et la convention d'indemnisation de l'exploitant cultivant les parcelles autour de l'éolienne, puisque l'exploitant ou le fermier enfin, peut être gêné par l'éolienne et peut donc avoir des indemnités. C'est aussi lors de ces discussions qu'on peut aussi regarder et vérifier l'emplacement de l'éolienne, sa localisation sur la parcelle, savoir si elle est optimale pour l'exploitation future de la parcelle, c'est-à-dire que le chemin d'accès ne soit pas créé en plein milieu de la parcelle et coupe la parcelle en deux. Parfois, ça peut être décalé un tout petit peu et avoir le chemin d'accès qui soit en bordure de la parcelle. Donc, comme ça
ça permet des facilités de travail et éviter de se créer des pointes, des ruptures, etc. Ensuite, on va, avec le promoteur éolien, il faut voir tout ce qui est indemnisation, indemnités financières, hein, qui doivent être détaillées dans le contrat et prévues dans le contrat. Le protocole de 2006 fixe des minimums que je vais vous donner, mais aujourd'hui, on est loin de ces on est quand même assez loin de ces minimums. On peut prévoir donc il faut prévoir l'indemnisation du fermier avec la possibilité de céder la convention, donc cette indemnisation à un successeur éventuel en cas de départ en retraite ou d'arrêt d'exploitation pour quelque raison que ce soit de la parcelle. Le protocole prévoit une indemnisation minimale de 600 à 830 € par an et par mégawatt. On fixe aussi le loyer pour le propriétaire. Le protocole fixe un minimum de 1 200 à 1 670 € par an et par mégawatt. Et après, il y a plusieurs autres indemnisations qui sont possibles. Le propriétaire peut par exemple demander une indemnisation d'immobilisation en contrepartie de la clause d'exclusivité qu'on va signer au promoteur éolien le temps de la durée de l'étude. C'est-à-dire qu'on va signer avec un promoteur et on va s'engager à ne pas donner son terrain à un autre promoteur éolien. Donc là, du coup, on peut avoir une indemnité d'immobilisation. On peut avoir d'autres indemnités aussi, si par exemple, on va avoir sur son terrain un poste de livraison et pas uniquement l'éolienne, pour le passage des câbles en souterrain, pour le surplomb des pales au-dessus de son terrain, si on n'est pas celui qui a le terrain. On peut avoir aussi une indemnisation pour la création des chemins d'accès. Et on peut aussi avoir une indemnisation pour impossibilité de construire sur la parcelle parce qu'il y a des distances à respecter. Donc, du coup, la parcelle on peut ne plus construire, donc on peut demander des indemnités. Pour le fermier ou l'exploitant en place, au moment de la période des travaux, il y a aussi la possibilité de demander les indemnités de dégâts aux cultures, hein, les dégâts instantanés qui sont calculés par les chambres tous les ans. Donc là, quand on va installer créer les chemins, etc., les aires de grutage, tout ça peuvent être indemnisés pour travaux. Le dernier point, et qui est aussi important que l'indemnisation, c'est prévoir dès le début la fin, le démantèlement de l'éolienne. Le contrat doit bien prévoir les conditions. Alors, on va avoir le démontage de l'éolienne, le démontage des fondations jusqu'à la base de la semelle. Ça, c'est nouveau depuis un arrêté de juin 2020. Avant, c'était jusqu'à 1,20 m. Hein, et maintenant, c'est jusqu'à la base, vraiment. On doit aussi prévoir la remise en état du site au plus tard 1 an après la cessation de l'activité de l'opérateur. Donc, la remise en état du site, c'est tout. Hein. On enlève l'installation de production, les postes de livraison éventuels si on en a, les câbles dans un rayon de 10 mètres autour de l'installation. On fait la remise en état aussi des chemins d'accès et des aires de grutage. Il faut aussi, très important, s'assurer et prévoir la qualité de la remise en état, c'est-à-dire que la terre remise soit vraiment de la terre et pas des gravats comme dans d'autres cas ça a pu se voir, enfin, c'est-à-dire la terre de la qualité équivalente à celle présente, hein, pour ne pas avoir des pertes de qualité. Il faut aussi que soit prévu, et ça c'est important et essentiel, les garanties financières prises par la société pour assurer le démantèlement. Les promoteurs éoliens doivent s'assurer alors auprès de la Caisse des dépôts ou consignations ou d'autres systèmes de 50 000 € au minimum par éolienne et après 10 000 € par mégawatt en fonction de la puissance de l'éolienne.
Et ils doivent s'assurer de ça d'une part, et on doit aussi s'assurer de la continuité du de la possibilité du démantèlement si la société venait à disparaître. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de juin 2020 parce qu'il y a déjà eu des problèmes de démantèlement pour des vieilles éoliennes. Et enfin, il faut prévoir, et donc ça doit être inscrit dans le contrat, sinon le propriétaire risquerait de voir sa responsabilité engagée. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une possibilité du sort, de la valorisation, de l'élimination des déchets de démolition et de démontage. Donc, tout doit être prévu, enfin, la valorisation des déchets doit être envisagée. Comment on va faire? Et enfin, pour des aspects moins rémunérateurs de l'éolienne, mais qui ont aussi un impact sur l'agriculteur et l'agriculture, il faut faire attention, il faut réfléchir au projet envisagé parce que la surface occupée par l'éolienne, par le poste de livraison éventuel, par les chemins d'accès vont sortir du foncier agricole non bâti et vont être classés en foncier bâti. Et donc refiscalisés comme du foncier bâti au niveau des taxes foncières. Ça va recréer, ça c'est moins grave, une nouvelle parcelle cadastrale puisqu'on va séparer justement pour permettre une refiscalisation de la parcelle. La surface de l'éolienne, des chemins d'accès, des postes de livraison seront plus agricoles, donc ne pourront plus permettre d'activer des DPU, ne pourront plus être déclarés à la PAC. Donc ces surfaces-là doivent être enlevées. Et enfin, les loyers perçus au titre, pour les éoliennes, rentrent dans l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, donc augmente son revenu final. Voilà les points à faire attention à réfléchir quand on a le projet, à bien voir les indemnités possibles, mais essentiellement la fin aussi de l'activité. Voilà. Très bien, Magali, merci. Merci beaucoup. Pas énormément de questions là-dessus, mais néanmoins, si à l'avenir vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter. On relaiera auprès de Magali de façon à vous fournir les réponses dont vous pourriez avoir besoin. On va faire un petit retour sur le photovoltaïque là, pour parler d'autoconsommation. Est-ce que l'autoconsommation d'électricité qu'on produit avec des panneaux photovoltaïques est intéressante? Oui, alors je vais vous remettre la diapo sur l'autoconsommation. Juste un petit retour très rapide sur la question qui a été posée tout à l'heure sur le nombre d'installations. J'ai repris mes notes. Alors, Enedis et SICAP ne parlent pas en nombre d'installations, ils parlent en mégawatts raccordés. J'ai fait le total Enedis SICAP en avril 2020. Il y avait 16 mégawatts raccordés sur les installations de 36 à 100 kg. Alors, supposé plus agricole qu'ailleurs. Si vous divisez ça par 70 kW en moyenne, ça fait 228 installations, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Voilà. Si vous êtes intéressé par ces chiffres-là, vous allez sur Enedis Le Mix sur Internet et vous aurez les valeurs du réseau Enedis, parce que la SICAP, il faut les appeler au téléphone pour avoir les valeurs. Alors, je reviens sur l'autoconsommation. Effectivement, le prix de l'électricité, il augmente régulièrement. Il a pris 3,75% par an ces dernières années. Pardon. Si ça va arriver. Donc 3,75% par an et il a augmenté de 40% en 10 ans. Donc ça commence à titiller un peu les gros consommateurs et on sent que ça bouge un petit peu sur l'autoconsommation. Ça ne bouge pas énormément, mais on commence à avoir de la demande et il y a 2-3 installations d'autoconsommation en service aujourd'hui. Si vous voyez, c'est essentiellement des trackers qui sont installés chez des éleveurs avicoles. Alors, cette demande, elle arrive principalement de la part des éleveurs, éleveurs avicoles pour faire fonctionner les systèmes de ventilation, les éclairages, éleveurs de porcs, éleveurs de bovins. C'est aussi les gens qui ont des groupes de froid, la climatisation. Et
l'autoconsommation s'adapterait assez bien au projet de méthanisation. Je fais un clin d'œil à Laurent, parce que pour alimenter les pompes, ça peut être 2 projets qui sont complémentaires. Pour les irrigants, plus compliqué, la production d'électricité solaire, c'est toute l'année. L'utilisation de l'électricité en irrigation, c'est assez ponctuel. Donc voilà, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, mais ça se réfléchit. Alors, avec l'autoconsommation, on n'est pas du tout dans la même logique que la revente totale. La revente totale, on cherche vraiment à produire le maximum d'énergie. Donc, toit orienté au sud, incliné 30 à 35 degrés. L'idée, c'est de faire du chiffre d'affaires. En autoconsommation, ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est de produire juste ce qu'on a besoin, avec pour objectif de réduire la facture de votre fournisseur d'énergie, votre facture d'électricité. Donc, pour que ça soit rentable, l'autoconsommation, il faut 2 points, que déjà votre centrale produise une énergie moins chère que celle que vous achetez. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut valoriser le maximum de kilowattheures produits. Il faut limiter autant que possible les kilowattheures produits par la centrale que vous ne pourrez pas autoconsommer. Alors pourquoi je vous dis ça ? Bien parce que aujourd'hui, le stockage n'est pas une solution qui est rentable. Le stockage en batterie coûte relativement cher. Pour vous donner un ordre d'idée, ça vous double le prix de revient du kilowattheure photovoltaïque. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très, très intéressant. Et même si la technologie évolue, les batteries au lithium aujourd'hui ne permettent pas de stocker l'été pour utiliser l'hiver. Ces batteries-là, elles n'ont pas d'inertie. Donc, c'est je stocke le jour, j'utilise la nuit. Voilà. Donc, ça répond pas forcément toujours à la demande dans le domaine agricole, mais bon, voilà, c'est des choses qui évoluent très vite. Donc, à défaut de solution de stockage, on est soit sur une solution d'autoconsommation totale, c'est-à-dire que là, vous en autoconsommez plus, tout ce qui n'est pas autoconsommé est perdu, perte sèche. Et l'autre solution qui est séduisante sur le principe, la revente de surplus, là vous passez un contrat avec l'État sur 20 ans. Alors elle est intéressante, mais elle est encore un petit peu limite en termes de rentabilité, puisque vous allez valoriser le kilowattheure revendu sur le réseau à 6 centimes, et donc c'est encore un petit peu juste. Donc pour faire un projet d'autoconsommation, il y a 2 choses importantes. Déjà, c'est savoir combien votre fournisseur vous facture l'énergie, pour savoir si ça va être rentable. Donc là, il faut reprendre vos factures d'électricité. Vous dépêtrez un petit peu dans toutes les lignes qui sont sur les factures, pas toujours très simple, et donc prendre le prix du kilowattheure et surtout y rajouter le coût des taxes variables, celles qui sont facturées sur chaque kilowattheure consommé. La deuxième chose qu'il faut absolument faire, et ça vous pouvez prendre de l'avance là-dessus, c'est estimer vos consommations. Donc, estimer ses consommations, ça se fait soit en prenant les relevés de consommation chez votre fournisseur d'énergie, soit carrément en installant des compteurs sur votre tableau électrique pour savoir combien vous consommez. Alors, à l'année, ce n'est pas suffisant. Par mois, ce n'est pas suffisant pour savoir ce que vous consommez l'été, l'hiver, ce que vous consommez le jour, ce que vous consommez la nuit. Donc, à l'occasion où vous faites cette démarche-là, profitez-en pour voir si vous ne pouvez pas faire quelques économies d'énergie en passant. Et puis, il faudra vous poser la question de savoir s'il n'y a pas des consommations de nuit que vous pouvez rebasculer le jour, puisque le photovoltaïque fonctionne le jour, mais ne fonctionne pas la nuit. Donc, à partir de ces infos-là, votre installateur, lui, pourra vous dimensionner une centrale et donc superposer votre courbe de consommation avec sa courbe de production pour chiffrer le nombre de kilowattheures que vous allez économiser. En général, on essaye d'auto-consommer 80% de la production de la centrale, ce qui couvre en général 20 à 30% de la facture énergétique de l'exploitation. Pour vous donner un petit ordre d'idée sur les rentabilités, on vous a mis quelques prix de revient de kilowattheures photovoltaïques en fonction des types d'installation et en fonction du nombre de kilowattheures que je valorise, 100%, 80%, 50%. Vous voyez, une petite installation de 20 kg, aujourd'hui, vous fournit un kilowattheure à 11 centimes, donc ça baisse, ça devient de plus en plus intéressant, mais bon, voilà, c'est encore peut-être un petit peu juste par rapport à ce que vous payez le kilowattheure, que nous, on estime entre 9 et 14 centimes, ça dépend des contrats. Par contre, si vous n'en valorisez que 80%, ce chiffre de 11 centimes, il monte à 14 centimes. Donc là, la rentabilité, elle commence un peu entacher. Alors, la solution qui peut être intéressante par rapport à ça, c'est de
c'est la colonne d'à côté, un 100 plus 20, faire une installation de 120 kg. Alors pourquoi je dis 100 plus 20 ? C'est de profiter de faire une installation de 100 kg pour de la revente totale et d'y rajouter en fait quelques panneaux à côté pour faire de l'autoconsommation. Ça permet de bénéficier de l'économie d'échelle sur l'achat des panneaux. Et là, vous avez un prix de revient du kilowattheure qui baisse encore un petit peu, 7 centimes. Donc même si vous en valorisez que 80%, ça le fait toujours un kilowattheure à 9 centimes. Et là, ça commence tout doucement à être compétitif. Voilà, et donc c'est ce prix-là que vous allez comparer à votre prix de fournisseur d'énergie pour voir si c'est rentable. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'autoconsommation. Ça démarre doucement. Merci, merci Sylvain. On avait une question là sur les éoliennes à laquelle Magali a répondu parce qu'elle devait partir. La question c'était est-ce qu'on a est-ce qu'il y a un tarif sur le rachat des éoliennes qui est avec un contrat de longue durée, quoi. Et a priori, la réponse de Magali, c'est que le plus souvent, les éoliennes sont prévues pour des contrats de 20 ans, donc correspondant au rachat. On pourra approfondir un petit peu la question là si vous souhaitez, et puis vous remettre des éléments. On va poursuivre donc avec Laurent qui va nous évoquer quelques problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on essaye de monter un projet de méthanisation, puisque vous avez sans doute entendu en parler les uns les autres de problèmes qui peuvent se poser. Laurent, tu as la parole. Oui, la méthanisation, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais donc, je vous dis, la génération date de 2010, en gros, les premiers projets qui ont été développés dans le Loiret, en tout cas. Donc, les premiers problèmes qu'on avait à la base, ils étaient essentiellement réglementaires et financiers, parce qu'il faut aussi rassurer son banquier sur le business plan que vous allez pouvoir construire et sur la durée dans le temps de votre projet et votre partenaire, un constructeur qui va venir avec. Donc, c'était les principaux problèmes qu'on avait à gérer dans les premières générations. Puis, les aspects réglementaires sont venus s'ajouter à ces premiers projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 documents à mettre en œuvre qui conditionnent pas mal de choses sur l'apport de subventions, parce que là encore, je relance le petit clin d'œil à Sylvain, on va pour plaisanter, mais il y a un peu d'attribution de subventions qui est accordée sur les projets de méthanisation. Et pour avoir cet accord, là encore, l'ADEME, souvent, qui est motrice sur ce domaine-là, demande des conditions bien claires. Donc, en gros, la condition essentielle, c'est que le projet se fasse. C'est bien l'essentiel, c'est s'ils mettent de l'argent public sur un projet, c'est pas pour qu'il soit dormant, voire qu'il s'arrête, c'est bien pour qu'il se mette en œuvre et générer de l'activité. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, ils sont exigeants sur les permis de construire. Donc, il faut quand même bien travailler son projet. Et là, on va en venir après à des nouveaux problèmes. Donc, le permis de construire, les dossiers CPE, donc un projet d'installation classé pour l'environnement, qui sont à faire, et les plans d'épandage qui sont conditionnés aussi à l'attribution de ces 2 conditionnalités. Donc, ces documents qui sont très réglementaires, administratifs, aujourd'hui sont hyper importants et ne sont pas de tout repos non plus. C'est-à-dire que maintenant, tout est étudié de façon beaucoup plus pointue et l'attribution de ces autorisations demande aujourd'hui, dans le constat, en tout cas, un petit peu plus de temps. Bon, j'espère que ça va s'arranger et je dirais les discussions qu'il y a effectivement entre les organismes qui accordent ces droits-là sont en train de se simplifier et je pense qu'on va dans le bon sens. Le point financier, je vous l'ai dit, il est toujours là. Il faut quand même rassurer les banquiers, en tout cas les personnes qui vont vous accompagner financièrement dans le projet. Et pour finir, aujourd'hui, on a aussi une problématique qui apparaît de plus en plus récurrente, c'est les problématiques de voisinage. Les problèmes ne sont pas si nombreux que ça en méthanisation. Et si je fais écho à ce que je vous ai dit en premier temps, avec le nombre d'unités de méthanisation présentes en Allemagne, par exemple, personne n'entendra parler de gros problèmes qui apparaissent là-bas. Nous, ici, c'est pas toujours géré de la même façon, mais il est normal qu'un voisin qui va se rapprocher du projet et du questionnement. Donc, il y a cette relation à établir aujourd'hui avec. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant,
on communiquait essentiellement avec les banquiers, les administratifs. Et les voisins étaient plus ou moins, pas négligés, mais pas forcément mis dans la confidentialité du projet. Il est demandé maintenant et recommandé en tout cas de pouvoir communiquer avec eux et de leur expliquer quand même à quoi correspond le projet qui va être installé. Alors, cette communication aujourd'hui, il n'y a pas forcément de règles bien claires par rapport à ça. Il y a quand même des recommandations à mettre en œuvre. C'est-à-dire que effectivement, il est important de communiquer pour dire ce qui va se passer et en quoi il y aura peut-être demain des nuisances par rapport au projet qui est mis en œuvre. Mais pour répondre à ces questionnements qui vont avoir lieu, il est important aussi de bien être clair sur le projet. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas calé sur la puissance, sur le gisement, sur la valorisation aussi bien du digestat que de l'énergie, c'est créer aussi du doute vis-à-vis des voisins. Donc, il y a un bon équilibre à trouver entre tout ça, entre le projet que vous devez faire avancer et sur lequel vous devez quand même rassurer tout le monde, mais vous le premier, donc sur son dimensionnement, son coût et sa réglementation, et la communication que vous pouvez faire avec le conseil municipal, ça c'est important, et bien sûr les voisins qui vont peut-être demander un petit peu quelles sont les conséquences par rapport au risque d'odeur, aux générations de transport qu'il pourrait y avoir de plus par rapport à l'habitude, etc. Mais pour répondre à ces questions qui sont légitimes, il faut effectivement maîtriser tout son projet. Donc, bien trouver cet équilibre-là. La problématique que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours une écoute intéressante. C'est-à-dire que les réseaux sociaux font énormément de dégâts sur certains arguments qui, malheureusement, ne sont pas toujours de bon sens, quoi, mais voilà, faut faire avec. Donc aujourd'hui, on a quand même pas mal de riverains qui communiquent entre eux et d'où la connaissance ou la méconnaissance qui peut apparaître aussi sur certains voisins. Donc là, tout ça, c'est à gérer. Malheureusement, ça fait partie de l'ambiance actuelle, mais on a rarement, malheureusement, de non-questionnement des voisins aujourd'hui par rapport à tous ces projets. Donc voilà, il faut maintenant appréhender cet aspect-là. C'est un aspect non négligeable. C'est normal, si on était près d'un projet, je pense qu'on poserait des questions par rapport à ça. Mais soyons clairs et soyons précis sur les éléments de réponse qu'on va apporter à toutes ces personnes qui vont poser des questions. Écoute, merci Laurent pour ces précisions. On arrive à la fin de notre webinaire là. On était une trentaine, donc qui vous êtes restés patients et a priori intéressés, puisqu'on a été 30 pendant une heure durant. On va laisser le mot de la fin au vice-président de la Chambre d'agriculture. Je suis pas vice-président, pour le secrétaire. C'est important. Je vous remercie tous de votre attention et d'avoir participé à ce webinaire. Donc, vous avez vu, c'est un format court, même si on a un peu débordé, donc on ne peut pas rentrer dans un grand niveau de détails. Donc, pour plus de questions, et notamment si vous avez des projets, je vous invite à vous rapprocher des services de la Chambre, qui sont vraiment pour vous aider, vous renseigner. Je voudrais remercier Laurent et Sylvain pour la qualité de leur intervention, Magali Hautefeuille de la FNSA aussi. Donc, par rapport à la FNSA, il ne faut pas hésiter non plus à se rapprocher d'eux, notamment pour les questions juridiques ou pour l'éolien, avec Magali Hautefeuille. Et on va vous envoyer un petit questionnaire d'évaluation. Ça serait bien que vous puissiez nous dire ce que vous pensez qu'on peut améliorer, parce que c'était la première version de ces webinaires. Il y en aura d'autres. Donc, on compte sur vous pour faire mieux dans les prochaines séances, si possible. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour le prochain webinaire.